Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau live Citeo sur LinkedIn. Alors je me présente, je suis Adeline Abeg, je travaille au sein de l'équipe communication chez Citeo et c'est moi qui vais animer pendant 1 heure ces échanges autour d'une thématique environnementale qui nous préoccupe tous, qui est donc les emballages en plastique. Nous vous proposons ce live sur ce thème dans le cadre de Plus on sait, mieux on fait, qui est un programme pédagogique, de communication pédagogique sur les grandes thématiques de l'économie circulaire que Citeo donc a mis en place il y a maintenant quelques années. Alors Citeo, pour ceux qui ne connaissent pas ou mal l'entreprise, eh bien c'est une entreprise à mission qui est mobilisée pour accélérer l'économie circulaire des emballages et des papiers. Elle travaille avec tout un écosystème d'acteurs pour collecter, trier, recycler, réemployer les emballages et les papiers. Alors, ce sujet des emballages en plastique, on connaît aujourd'hui tous les conséquences dramatiques, parfois donc désastreuses sur la planète, liées à la pollution par les plastiques, la prise de conscience générale, les consommateurs, les collectivités locales, mais aussi bien sûr les entreprises, les entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés ont envie d'agir et certains ont pris même des engagements extrêmement concrets. Dans le même temps, la récente loi AGEC, anti-gaspillage et pour une économie circulaire, a fixé des objectifs très ambitieux. Vous avez peut-être en tête cette échéance 2040 et l'interdiction des plastiques à usage unique. Alors, dans ce contexte, comment agir? Est-ce que les emballages en plastique vont vraiment disparaître? Est-ce qu'ils peuvent disparaître? Quelle action pour les réduire, mieux les collecter, mieux les recycler et demain les réemployer? Est-ce que les plastiques biosourcés sont aussi une réponse prometteuse à ce fléau environnemental? Eh bien, autant de questions qui seront posées à nos 2 experts qui sont avec nous aujourd'hui. Elles répondront bien sûr à ces questions, mais aussi aux vôtres que vous pourrez nous poser en commentaire, leur poser en commentaire via LinkedIn. Merci beaucoup d'être là, Jean-Michel Guilloux. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes responsable au sein du pôle qualité, sécurité, sociétale et environnement chez U-Enseigne. Alors, l'enseigne ne se présente plus, mais je vais quand même en quelques mots dire qui est U-Enseigne. C'est la 4e enseigne de distribution en France avec plus de 70 000 collaborateurs. Il s'agit d'une coopérative qui rassemble plus de 1600 magasins indépendants en France. L'entreprise est engagée, vous nous le direz, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises et membre également du pacte national sur les emballages en plastique. Jean-Michel, vous nous direz quelle est la stratégie emballage de U-Enseigne et puis quels sont vos choix et vos actions pour réduire l'impact environnemental des emballages en plastique. Et puis avec nous également Vincent Collard. Bonjour Vincent. Bonjour Adeline. Tu es responsable du pôle R&D éco-conception chez Citeo, en charge tout particulièrement des matériaux plastiques et métal. Et ce pôle R&D éco-conception a pour mission d'accompagner des projets de R&D, donc de recherche et développement en éco-conception et de centraliser, puis de diffuser, de partager la connaissance autour de ces matériaux d'emballage. Je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions à nos 2 experts au fil de l'eau, comme elles vous viennent. Et bien sûr, nous les prendrons, nous tâcherons de prendre le plus de questions pour pouvoir répondre à vos interrogations. Avant de commencer cet échange sur les emballages en plastique, je vous propose d'écouter comment quelques habitants de Lille et de Paris appréhendent les emballages en plastique et vous allez voir certains ont même déjà des solutions pour réduire leur impact sur la planète. On écoute. J'essaie de faire attention aussi, par exemple, quand j'achète des fruits et légumes, que ça ne soit pas emballé dans du plastique, parce que je trouve ça un peu inutile, ou même de prendre des sachets réutilisables. Consommation de produits emballés, pas spécialement, mais l'utilisation de plastique, oui, j'essaye d'utiliser plusieurs fois le même emballage. Alors si ça diminue, c'est vraiment... ça se voit pas vraiment, quoi. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de plastique, beaucoup de suremballage. J'ai vu qu'il y avait des lois qui étaient passées pour réduire les emballages plastiques pour les fruits et légumes, mais après, j'en vois à peu près toujours autant. Éviter d'emballer des fruits et des légumes dans des sacs plastiques ou dans des barquettes plastiques. Je pense peut-être imposer un certain quota de consignes. Donc ce soit, je me souviens que je crois que les consignes en verre, ça marche plutôt bien dans certains pays. C'est pas mal de pédagogie, je pense, au niveau pour les citoyens.
parfois j'achète des espèces d'équivalents qui permettent de remplacer. Par exemple, j'ai des capsules en café, capsules à café réutilisables. Quand je vais au supermarché, j'essaye d'aller dans des supermarchés où il y a beaucoup plus de vrac. Ça doit être compliqué, à moins qu'on trouve une matière pour le remplacer, mais on peut essayer de le limiter, mais le remplacer, ça semble difficile. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un petit coup d'accélérateur, par exemple, au niveau européen. Est-ce qu'il est possible dans un avenir proche de trouver finalement une autre composition de plastique qui ne soit pas néfaste pour l'environnement ? Alors, elle est intéressante, cette question d'Adélia sur est-ce qu'on peut trouver une autre composition de plastique moins néfaste pour la planète. J'ai envie de te la poser comme ça, directement, pour rentrer tout de suite dans le sujet à toi, Vincent. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'effectivement, on est sur la voie de trouver de nouvelles compositions pour le plastique et qui seraient effectivement moins néfastes? La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par néfaste. Qu'est-ce qu'Adélia pense par néfaste? Si le but, c'est de sortir du pétrole, du fossile, parce que c'est un impact, ça, le fossile, bah là, oui, on a des solutions. On est en train de développer du plastique recyclé. On est aussi en train de développer des plastiques à base de végétaux. On a même en tête des plastiques à base de gaz à effet de serre. On capture les gaz à effet de serre, on en refait du plastique. Donc ça peut être le futur. Si le côté néfaste, c'est le sujet déchets abandonnés, toutes les images qu'on a qui sont terribles de déchets dans la mer, sur les plages, sur les bords des rivières, bah là, le plastique, oui, on essaye de supprimer les emballages plastiques qu'on retrouve le plus. Il faut se dire, en France, c'est pas des tonnages énormes qui fuitent. On a une bonne gestion des déchets, mais il y en a un peu qui fuitent et il y en a qui ont un impact très, très, très fort. Et donc ceux-là, parfois, on peut le supprimer, donc on le fait. Parfois, on peut éviter le risque de perdre des petits éléments. C'est le bouchon solidaire. Vous l'avez peut-être vu, c'est ces bouchons qui restent accrochés aux bouteilles. Mais il faut quand même passer un message. Aucun emballage, qui soit à usage unique ou réemployable, qui soit en acier, en verre, en carton, en plastique, aucun emballage ne doit aller dans la nature. Ils n'ont rien à faire là. On reviendra effectivement sur l'enjeu de collecter, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets abandonnés, en tout cas qu'on puisse collecter tous les déchets et tous les déchets d'emballage notamment que nous consommons. Je voudrais qu'on revienne peut-être d'abord aussi pour vous qui nous écoutez sur l'état des lieux. Quand on parle d'emballage en plastique aujourd'hui, en termes de production, en termes de consommation en France, de quoi parle-t-on? Vincent, est-ce que tu peux nous dire où on en est effectivement de cet état des lieux en France? Et puis, est-ce qu'on a vu ces dernières années, quelle est l'évolution qui a été identifiée? Est-ce qu'on est sur des volumes, des quantités à la hausse, à la baisse, ou est-ce qu'on stagne? On a à peu près 5 millions de tonnes d'emballage en France par an. Donc ça résulte de notre consommation. Et là-dedans, on a 1,2 million de tonnes de plastique. Voilà, ça fait à peu près 20%. Et donc, dans ces plastiques, c'est une quantité qui est relativement stable dans le temps, depuis 10 ans. Et puis on pense que là, ça va commencer à baisser, par exemple, avec la suppression des emballages autour de certains fruits et légumes qui a commencé depuis janvier, où ça a été évoqué dans la vidéo. Donc oui, ça va commencer à baisser, ça va continuer. Après, la grande question des plastiques aussi, c'est que de temps en temps, il y a des gens qui me disent, mais le problème, c'est le plastique. Et d'autres qui me disent, le problème, c'est qu'il y a trop de plastiques différents. En vrai, il faut l'avoir en tête, l'emballage, il est composé de 5 grandes résines. Plus de 90% on va les voir. On va les voir, Vincent, tu vas nous les commenter. Oui, tout à fait. On a prévu une petite infographie qui va nous permettre de voir un peu le panorama de cette diversité au niveau des résines. Je te laisse peut-être poursuivre sur ces différentes compositions et si peut-être nous expliquer pourquoi, pour qu'on comprenne pourquoi on a des compositions différentes. Oui, on a des plastiques différents parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. Mais le but, c'est d'en avoir le moins possible parce que j'ai besoin d'avoir quand même, de massifier, d'avoir beaucoup d'un même plastique pour pouvoir créer des filières de recyclage. Et donc aujourd'hui, on a du PET, c'est par exemple ce que vous trouvez dans les bouteilles d'eau, dans les barquettes de jambon. C'est un plastique transparent qui permet d'alléger au maximum ces bouteilles, par exemple, ou ces barquettes. Vous avez du PE, du PP, ça c'est d'autres types de plastiques qui vont servir, qui sont par exemple très bonnes barrières à l'eau. On va l'utiliser pour tout ce qui va contenir des produits humides. Le PP va pouvoir passer au micro-ondes ou au congélateur. Donc ça va permettre ce type d'usage. Le PE, ça va nous permettre d'avoir ces films qui se rétractent autour des bouteilles pour les porter quand on en a 6 autour. Voilà, Vincent, là on voit la composition. On voit la composition. Avec l'état des lieux.
Et puis on a du polystyrène, donc du polystyrène qui va servir à faire vos yaourts sécables. C'est le matériau qui permet aujourd'hui d'avoir 4 yaourts ensemble et de pouvoir les séparer, même si on est en train d'innover pour le faire avec d'autres résines, ou d'avoir des emballages qui sont très allégés avec de l'air à l'intérieur, comme des barquettes de poulet. Puis après, voilà, et puis il y a 6% finalement d'emballages qui ne sont pas dans ces résines-là, dans le PET, le PEHD, PEBD, PP, PS, 5 résines. Donc il y a 6% d'autres. Et donc ça, oui, petit à petit, il va falloir tendre pour qu'ils rejoignent les cases, qu'ils rejoignent les autres, ou qu'on crée des nouvelles filières de recyclage. Et est-ce que, tu le disais, hein, je crois, cette diversité, elle s'explique par l'utilité, la fonctionnalité, hein, c'est ça? Quand tu parles de yaourt, de polystyrène sécable ou d'autres types de fonctionnalités de résistance à l'humidité, de résistance au gaz aussi, c'est vraiment ça qui justifie aujourd'hui ce panel, d'emballage en plastique? Oui, complètement. Imagine, Adeline, que tu as tes pots de yaourt par 4 en PP, comme le bouchon à charnière sur ta bouteille d'eau. Bah, tu pourras le faire bouger autant de fois que tu veux. Tu auras toujours 4 yaourts face à toi. Tu pourras pas manger ton yaourt seul. Donc du coup, C'est-à-dire que je on va pourrais pas utiliser faire une ce autre fameux résine. geste, je Bah pourrais non. pas faire ça. Il va se plier, se replier, se replier pendant longtemps avant que tu arrives à manger un yaourt. Donc on va utiliser le polystyrène qui va plus s'adapter à ça. Et petit à petit, là, on teste du PET qui permet aussi de faire ça. Et est-ce que c'est cette utilité aujourd'hui qui est re-questionnée? C'est-à-dire que est-ce que, ce qu'on doit faire bouger, pour peut-être, limiter, rationaliser, réduire peut-être ce nombre de résines ou substituer, supprimer ces fameux 6% d'emballages qui ne rentrent pas dans ces grandes familles? Est-ce que c'est, se re-questionner d'abord sur leur utilité et leur fonction? Est-ce que c'est ça le premier point peut-être de questionnement? Bah, c'est vraiment la question de pourquoi on a du plastique. La question de pourquoi on a encore du plastique, elle est double. Elle est pour ses fonctionnalités, comme tu le dis. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un peu difficile de mettre un liquide de l'eau dans du papier ou du carton, par exemple. Il va se mouiller. Donc on y arrive petit à petit. On a des projets de scientifiques là-dessus, ce qu'on appelle dans notre jargon la chromatogénie, qui va rendre dans un jour le carton étanche. Mais on y travaille. Mais pour l'instant, on met du plastique. Donc ça, c'est vraiment la fonction. Et puis après, c'est l'aspect environnemental dans certains cas. Il y a des cas où l'emballage plastique, par sa légèreté, par le peu de matière qu'on utilise, se retrouve la meilleure solution environnementale qu'on a sous la main. Je pense par exemple, sur les sacs, des sacs réemployables pour les fruits et légumes, ça a été cité dans la vidéo, dans une étude qui a été faite par l'ADEME, nous dit que pour qu'un sac plastique, au bout de 8 fois, si on le réemploie, il est bénéfique pour l'environnement par rapport à un sac à usage unique. Un sac coton, il faut 40 fois pour avoir le même impact. Donc voilà, donc et dans d'autres analyses, ce sera le coton peut-être ou le carton qui sera meilleur. Donc c'est vraiment une approche emballage par emballage, fonction par fonction, pour comprendre quand est-ce que le plastique a du sens et quand est-ce qu'il n'a pas de sens d'un point de vue environnemental. D'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue, et c'est lié, gaspillage du produit, c'est ça aussi qu'on a en tête. C'est-à-dire que voilà, si on change ou si qu'on supprime le plastique, mais que finalement le produit lui-même est moins bien protégé, c'est ça aussi, et se conserve moins bien et finalement est gâché. Il y a cet enjeu gaspillage aussi en arrière-plan ou au premier plan d'ailleurs? Oui, on l'a pas trop sur des différents types d'emballages à usage unique. Quel que soit le matériau, on va réfléchir à ne pas gaspiller le produit. Se pose la question de quand on se lance dans une démarche de vrac, de réemploi, on va en parler aussi ce matin, oui, il faut surtout pas que ça entraîne des gaspillages de produits, sinon on a tout perdu. Jean-Michel Guilloux, pour Enseigne, hein, merci d'être là. Quelle est votre stratégie? Quelle stratégie vous avez mis en place sur cet enjeu des emballages en plastique, hein? Vous êtes une grande enseigne de distribution, vous vendez, hein, vous nous vendez aux consommateurs, voilà, de très nombreux produits emballés, parfois dans du plastique. Comment est-ce que vous avez pris le sujet et avec quelle stratégie? Alors, on ne vous entend pas, C'est Jean-Michel. bon. Super, merci. Très tôt, on a commencé à travailler sur nos emballages. Ça fait près de 20 ans qu'on s'est entouré d'experts emballage pour le développement de produits à nos marques U. Et effectivement, les premières années, on a été sur les choses les plus faciles, les produits qui vont arriver avec moins d'emballage, des produits sur lesquels on va faire aussi des économies parce que enlever l'emballage, ça pouvait permettre d'économiser un peu de prix sur le produit. Donc ça, c'était les quick wins, on va dire.
Et en 2014, on a travaillé et on a pris conscience qu'il fallait vraiment avoir une position forte sur nos emballages et des partis pris. Et on s'est doté d'une politique emballage sur laquelle on a tracé notre feuille de route et qu'on a partagé avec nos fournisseurs dans le cadre de nos cahiers des charges. Et donc, dès 2014, on a poussé nos ambitions à nos fournisseurs, et ce qui nous a permis de faire avancer un peu le sujet et de travailler moins sur les opportunités que pouvaient nous offrir nos fournisseurs. Donc ça a duré quelques années. Et en 2019, on a autre prise de conscience, c'est qu'il y a certains sujets sur les emballages qu'on ne va pas pouvoir continuer à travailler seul. Et c'est pour ça qu'on a été membre fondateur du Pacte national sur les emballages plastiques, sur lequel on se regroupe entre des industriels, des distributeurs, des associations, pour aller collectivement parler des problématiques du plastique. Et effectivement, changer des codes de marché, par exemple, si on parlait du polystyrène qui était blanc ou noir, et que c'est le code de marché qui est comme ça, le basculer à plusieurs, c'est plus simple. En tout cas, on le fait plus sereinement qu'à le faire seul. Imaginez des nouvelles filières de recyclage, pareil, on va pas pouvoir faire, nous, de notre côté, avec des fournisseurs seuls, des choses comme ça. Donc, on a vraiment maintenant axé sur la force du collectif. Oui, j'imagine qu'on arrive à ces mutations et ces transformations qui sont assez profondes dans les modes de production. On arrive à les opérer effectivement avec moins de difficultés seul, à plusieurs que seul. Et justement, peut-être là-dessus, quand on est un distributeur avec votre mode en plus d'organisation, c'est-à-dire que voilà, vous êtes une coopérative d'indépendants, quelles sont les contraintes que vous rencontrez ou les opportunités, mais justement pour mettre en œuvre cette dynamique de transformation dont vous venez nous parler? Nous, on a une des contraintes que l'on a, c'est qu'on justement on distribue beaucoup de produits. On va passer de la tranche de jambon à la casserole au bazar ou la paire de chaussettes au textile. Donc on doit avoir un avis sur tout. Et donc c'est ce qui peut être un peu complexe à travailler. On a aussi tout un panel de fournisseurs. On a des fournisseurs qui sont des PME avec 3 à 4 personnes et donc personnes dédiées sur la partie emballage. Et on peut avoir une multinationale qui ont beaucoup plus d'experts que nous sur les emballages. Donc, il faut savoir parler à tout ce panel de fournisseurs et d'interlocuteurs. Donc, ça apporte un peu de complexité aussi. Mais ça permet aussi, nous, de trouver des ponts entre des solutions qui peuvent être trouvées sur certaines familles de produits. Et d'où l'importance pour nous de travailler en collectif. C'est que des choses qui peuvent être innovantes pour la partie bazar peuvent être exploitées sur la partie textile ou vers l'alimentaire. Donc, il y a des ponts comme ça qui peuvent se créer et qui peuvent être intéressants. Et puis, si on regarde aussi notre organisation particulière en tant que coopérative avec des magasins indépendants, c'est qu'on a un foisonnement d'expérimentations ou d'études qui sont initiées par des chefs d'entreprise que sont nos propriétaires de magasins. Certains sont très convaincus par le sujet et donc nous attendent pas, nous, centrales, pour aller tester des choses. Donc ça nous permet aussi d'avoir un vivier d'innovation en dehors des laboratoires. Alors, je voudrais qu'on commence quand même à prendre quelques questions, puis on reviendra ensuite sur vos actions concrètes, sur aussi ces fameux leviers de 3R, réduire, réemployer, recycler, qui sont les plans d'action pour qu'on comprenne s'ils s'adaptent bien et s'ils sont pertinents au regard du plastique. Mais quand on commence à avoir quelques questions, je voudrais quand même qu'on les prenne. C'est la priorité aux questions des personnes qui nous suivent. Alors, Camille nous demande, peut-être Vincent, sur la performance de recyclage. Recycler le plastique, en effet, c'est un des leviers. Le plastique qui existe, quand il est là ou quand on ne peut pas s'en passer, tu nous en parlais tout à l'heure, on le recycle. Camille nous demande en termes de bilan, quel est le bilan en termes de gains, j'imagine, sur le CO2? Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de recycler du plastique? Oui, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, pourquoi? Parce qu'on va éviter de l'extraction de pétrole pour fabriquer du nouveau plastique ou de gaz fossile, et on va éviter de la valorisation énergétique, donc un incinérateur qui brûle le plastique pour faire de l'énergie, mais qui va créer de la fumée.
des gaz à effet de serre. Donc oui, bien sûr, recycler est toujours pertinent et la matière recyclée a un impact plus faible que la matière vierge. Et on prend tout de suite aussi dans la foulée la question d'Amar sur les bioplastiques, puisqu'on en parlait en tout début de live, puisque cette habitante de Lille nous posait la question des compositions de plastique. Tu nous disais qu'effectivement, on pouvait faire des plastiques biosourcés. Peut-être ce qu'Amar, je pense, évoque en tant que bioplastique. Tu pourrais d'ailleurs nous préciser les définitions, parce que des fois, c'est quand même un peu ténu. Et Amar nous demande, est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur la valorisation, le recyclage ou la valorisation des bioplastiques aujourd'hui? Alors, biosourcé, c'est quoi? C'est que dernièrement, par exemple, on a pris du bois d'une forêt. Alors, avant, on le faisait avec de la canne à sucre, du sucre, et on transforme ça en plastique et on en fait un emballage. Et cet emballage, il peut être complètement recyclable. Il ne va pas forcément se décomposer dans la nature ou dans un compost. Et puis après, on peut faire des plastiques compostables. Compostable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans un compost, du coup pas dans la nature, dans un compost avec des conditions de compost. Ce plastique va se transformer petit à petit en CO2 et en eau. C'est ça, le fait de se composter. Donc un plastique compostable, aujourd'hui, vous en avez dans vos sacs fruits et légumes, dans certaines enseignes. C'est principalement là qu'on le retrouve. Ça a une logique, c'est parce qu'on va mettre ses épluchures à l'intérieur et l'amener jusqu'à son compost quand on en a un. Mais vous n'allez pas le retrouver dans des barquettes, des bouteilles ou du film, parce que là, ça a beaucoup moins d'intérêt. Parce qu'il n'y a pas de reste alimentaire à l'intérieur. Et comme le dit Amar, moi je suis bien avec un emballage compostable dans les mains dans mon village, je ne sais pas où le mettre. Je ne sais pas où le composter. En tout cas, il ne disparaît pas dans la nature s'il est jeté à un autre endroit. Ça, c'est un mythe qu'il faut tuer. On viendra peut-être sur où on en est de la R&D sur ces plastiques biosourcés qu'on évoquait. Je voudrais qu'on vienne peut-être avec Jean-Michel, ou peut-être toi en introduction, Vincent, sur ces leviers 3R. Hein. Réduire, instinctivement, on peut se dire réduire le plastique, c'est la première action à mener. Je voudrais bien que tu nous dises si c'est effectivement comme ça qu'il faut prendre le point et suivre effectivement, pour des plans d'action efficaces, ces fameux 3R, donc réduire, réemployer, c'est-à-dire développer les réemplois, on en parlera aussi avec Jean-Michel, et puis recycler ce qu'on n'aura pas pu, éviter. C'est la meilleure façon de prendre le sujet, Vincent? Réduire quand on peut, réduire l'emballage en général, et quand ça n'entraîne pas de gaspillage, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Hein. C'est là où on a les meilleurs impacts. Donc oui, on va se poser la question de réduire l'emballage et en particulier réduire le plastique quand il est inutile ou quand il est jugé inutile. Un exemple hyper concret, le film autour d'un concombre. Un concombre, ça se garde à peu près 10 jours à la maison. Si vous mettez un film autour, on le garde 14 jours de plus. C'est une vraie question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de garder un concombre 24 jours chez moi? Non, moi je vais plutôt essayer de le manger dans les 10 jours. Et du coup, on va essayer de se passer de ce film. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc on se questionne l'usage. Ok, chouette, ça apporte des propriétés, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Quand j'en ai pas besoin, je le supprime. Un autre exemple, c'est le couvercle sur des barquettes de plats traiteurs de carottes râpées, de taboulé. Quand c'est une portion individuelle que je mange dans le train, quand je rentre chez moi après le travail, j'ai peut-être pas besoin d'un couvercle. Peut-être que l'opercule suffit. Ça fait des grammes de plastique en moins et c'est toujours ça de prix. Oui, donc tu raisonnes aussi par rapport à l'usage qu'on en fait pour évaluer l'utilité ou pas d'un élément d'emballage donné. Hein. Les exemples sont très clairs. Pour rebondir sur ces fruits et légumes, je pense que les consommateurs, ils nous le disaient dans le micro-trottoir, ça c'est quand même un élément un petit peu visible maintenant depuis quelques mois. Dans les rayons, les films plastiques commence à disparaître. En tout cas, on en voit moins dans les rayons fruits et légumes. Jean-Michel Guillou, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez pu commencer à opérer cette transformation? Alors, bien sûr, pour être compliant avec la réglementation AGEC, mais aussi parce qu'effectivement, on est tous convaincus que si c'est inutile, cherchons à réduire. Comment vous avez opéré cette transformation dans les rayons de vos magasins, donc de cette suppression progressive, j'imagine, des emballages en plastique autour des fruits et légumes, en tout cas de certains fruits et légumes? Comment ça s'est passé? Jean-Michel, aussi votre micro. Effectivement, on n'a pas attendu la réglementation pour commencer à travailler là-dessus, mais ça a donné un vrai coup de boost. Il y a plusieurs pistes, effectivement. Soit on se débarrasse définitivement de l'emballage quand c'est possible, quand il n'y a pas de contraintes liées à des certifications, à des filières particulières.
Et puis, quand on doit continuer à ségréguer certains types de fruits et légumes, eh ben, c'est du travail main dans la main avec nos fournisseurs. Dans un premier temps, quand la réglementation est arrivée, c'est de refaire un état des lieux sur quels sont les fruits et légumes qui étaient impactés par la réglementation, alerter les fournisseurs. La majorité était bien entendu informée, mais il y a des petits fournisseurs qui n'étaient pas forcément au fait de ces sujets-là. Et puis, au démarrage, on a bien échangé avec nos fournisseurs, mais ce qui a un peu changé, c'est aussi d'aller discuter et puis travailler avec les fournisseurs d'emballage directement, en plus en échange tripartite avec nos fournisseurs de produits finis, pour trouver les meilleures solutions de substitution du plastique. Et donc, plusieurs contraintes à lever, hein. Est-ce que le produit va tenir en termes de logistique? Est-ce que les produits vont pas s'écraser? Il y a certains produits qui ont besoin d'être protégés. Est-ce que ça nécessite des investissements chez les industriels? L'objectif, c'était pas de laisser sur le bord de la route les plus petits de nos fournisseurs sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour aller investir dans des nouveaux matériels. Donc, c'est bien d'embarquer tout le monde. Et puis aussi, le coût. Est-ce que le produit, l'emballage qu'on pourra utiliser n'a pas un coût rédhibitoire qui ferait flamber le prix du produit au global? Donc, c'est bien un travail large avec nos fournisseurs, les fournisseurs d'emballage, et avec un spectre large de points à aller regarder et de freins à aller lever. On comprend bien que de toute façon, tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts et nécessite voilà, toute une organisation et un cheminement. Je voudrais que… Il y a des solutions qu'on va prendre, des solutions qu'on va prendre maintenant et qui vont forcément évoluer au fur et à mesure du temps sur des solutions alternatives ou d'autres moyens de communiquer ou d'autres moyens de ségréguer les produits pour se passer définitivement d'emballage, effectivement. Je voudrais que vous nous parliez de deux initiatives aussi que vous avez prises pour justement réduire les emballages. Peut-être la première au rayon, je dirais, alors je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas sur des produits connectiques. Est-ce que vous pouvez bien nous raconter cette initiative? Effectivement, on a été assez précurseurs dans ce rayon. La connectique, ben, vous voyez, c'est les chargeurs de prises USB ou c'est des câbles entre des télés ou des téléphones ou des télés et des PC. Donc, toute cette connectique-là, le rayon était vraiment chargé en plastique, hein. Je vous ai apporté un petit échantillon. Ben voilà, ça, c'était typiquement un emballage de produits de ces rayons-là. Donc, ça, c'était l'emballage il y a quelques temps. Et il y a eu un gros travail de fait par les équipes Bazar chez nous pour aller basculer… Hop, j'ai essayé de pas… Voilà, on va les deux. Sur des emballages qui sont totalement en carton. Donc là, on a réussi à se débarrasser de 100% du plastique. On a même le petit autocollant d'inviolabilité qui est aussi en carton, en papier. Et donc ça paraît rien, mais il y a beaucoup de questions à se poser. Déjà, est-ce que le fournisseur, techniquement, il sait faire ça? Est-ce qu'on arrive à se débarrasser totalement du plastique? Est-ce qu'on arrive à voir le produit? Là, on voit que le produit, il est bien mis en avant. Comment est-ce qu'on arrive, dans un emballage carton, à le mettre visible pour le client? Donc là, avec cet emballage carton, on a donné l'opportunité au client de pouvoir toucher le produit. Donc, ça a apporté aussi quelque chose de différent. Et bien souvent, c'est des idées reçues qu'on doit faire tomber et tester pour que finalement, on s'aperçoive que ces solutions-là sans plastique sont aussi bien, voire mieux que les précédentes. Après, effectivement, on a été encore plus loin. Je reste dans le rayon du bazar. Hein. Oui, parce que là Jean-Michel, on a encore de l'emballage, si je puis dire. Alors certes, vous disiez, et on parlera peut-être justement de ces changements de matériaux juste après avec toi, Vincent, je te ferai réagir. Mais puisque là, on passe du plastique au carton, hein, qui est déjà un pas, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le carton est un matériau qu'on sait recycler parfaitement. Parfaitement, je pense que voilà, on évite de dire 100% parce que le recyclage, on peut en parler parfois, voilà, ça reste une opération industrielle, mais en tout cas, le papier carton se recycle lui très bien. Mais on a encore de l'emballage. Alors, comment on fait pour aller un cran plus loin et aller dans une réduction, je dirais, intégrale d'emballage, Jean-Michel? Effectivement, c'est repenser tout un rayon et c'est ce qui a été fait sur le rayon écriture. Je crois qu'on va pouvoir passer quelques images. Voilà. Là où on s'est dit, bah, on a encore trop d'emballage, comment est-ce qu'on peut se passer totalement de l'emballage au final?
Et donc, si on peut zoomer, je crois qu'on a une petite vidéo, mais de toute façon, j'ai une petite image, mais j'ai apporté aussi quelques échantillons. C'est que on avait nos emballages sous blister. Alors, je ne sais pas si je peux me remettre en Oui. visuel. On va voilà. Voilà, on avait ces produits-là typiquement qu'on retrouve encore dans la majorité des rayons, mais qui sont en carton avec un blister plastique dessus. Et on est arrivé, ça paraît simple aussi, toujours comme ça, mais la solution sans emballage, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que il faut que le produit puisse passer en caisse. On a un EN ici, qui est sur l'emballage, qui est visible, qui est facile à scanner. On a réussi à le mettre sur le produit. On va le voir un petit peu. Ah oui, donc là, c'est ce que vous appelez, c'est le code barre est directement lui apposé sur le produit. Voilà, c'est pas une étiquette, c'est gravé sur le produit. Mais ça veut dire que voilà, quelque chose comme ça, est-ce que ça passe bien en rayon, en caisse? Est-ce qu'on peut le scanner facilement? Est-ce qu'il est scanné systématiquement? Pareil, il y a des idées, craintes qu'on avait sur ce qu'on appelle la démarque inconnue. Est-ce que des clients vont... Est-ce que ça va engendrer plus de pertes de produits inconnus que des produits qui sont emballés? Logistiquement, est-ce que ça va être simple d'aller transporter ça, sachant que les produits, on ne peut pas imaginer des gros containers juste de stabilo, enfin de marqueurs, de surligneurs, mais il faut quand même qu'on amène ces produits jusqu'au magasin. Donc, quelle est la bonne unité logistique? Il ne faut pas que les produits s'abîment pendant le transport. Donc voilà, il y a tout un tas de questions à se poser. Et ce n'est pas juste simplement, on va enlever un emballage et le travail, il est fait. Il y a tout un tas de choses à valider avec nos fournisseurs, en caisse, en magasin, comment est-ce qu'on va les mettre en rayon, comment est-ce que le client va les prendre pour aller les emmener jusqu'à la caisse. Il ne faut pas que ça passe au travers du caddie quand il va les poser. Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser pour que les choses se passent bien. Et on passe systématiquement par une expérimentation en magasin pour voir comment ça se passe avant de le déployer de manière optimisée à l'ensemble du réseau. Vous savez si vous avez déjà eu pu prendre le temps d'évaluer justement l'intérêt, l'avantage, peut-être au niveau économique et environnemental, surtout de ce type de changement? Ou est-ce que c'est compliqué aussi à mesurer en termes de bénéfices? Non, là pour le coup, on enlève de l'emballage et on compare les quantités d'emballage qu'on a enlevé et puis on multiplie par le nombre de produits qu'on vend. Mais sur ces produits-là spécifiquement, on est à 12 tonnes par an économisées sur plus de 600 magasins déployés. Sur la connectique, tout à l'heure, on est plus à 19 tonnes de plastique évité. Alors, il a été substitué par du carton, mais en tout cas, c'est 19 tonnes de plastique enlevé. Et pour les clients, l'accueil client, c'était effectivement, il y a moins d'emballage, mais c'est surtout aussi moins de gâchis. Souvent, les stylos, ils sont vendus par 4, 5, 10 et le consommateur n'a parfois pas le choix d'aller acheter qu'un seul et un unique produit, un stylo vert, un stylo rouge. Et donc, c'est aussi un bon accueil du consommateur sur la juste dose de son produit, de l'achat de son produit. Vincent, je voudrais te faire réagir au changement de matériaux. Voilà, on le voit aussi beaucoup, voilà, des emballages qui passent en papier carton, des emballages en papier carton versus le plastique. Il y a des points de vigilance sur cette méthode, en tout cas sur ce choix à avoir, il me semble. Il y a deux choses. Il y a le sujet des fonctionnalités dont on a parlé. Alors là, on a sur des produits secs, mais imaginez mettre un liquide dans du carton. Donc là, c'est comment j'arrive, ou un produit gras dans du carton, ça va avoir un impact. Donc là, on va se demander si on est capable de le faire sans plastique. On va tester des choses. Alors, sur le gras, par exemple, on travaille avec une start-up en France qui essaye de faire remplacer le plastique par de la caséine de lait. Voilà, ça peut être une piste. Donc ça, c'est quand il y a la fonction, donc ça, on essaye. Et puis après, il y a la vigilance, c'est la question environnementale. C'est si je remplace du plastique par du carton, il faut que ce soit aussi du plastique recyclable par du carton recyclable. Là, il va falloir être vertueux sur le choix de ce carton, s'assurer qu'en analyse de cycle de vie, donc on a des outils scientifiques pour mesurer ça, s'assurer que on va bien dans la bonne direction.
Tu nous parlais tout à l'heure de technologies, de techniques qui permettent de doter, par exemple, le papier carton de propriétés, de résistance, de barrières à l'humidité pour qu'il puisse vraiment concurrencer, au point de vue de la fonctionnalité, le plastique. Qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être vraiment, rapidement, parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de projets, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la dynamique R&D, sur cette problématique? Et puis Jean-Michel nous dira, comment, chez U, on regarde, on observe, ces nouveautés. Bah, elle est très forte, hein. Il y a vraiment une dynamique de recherche de matériaux qui ont moins d'impact, que ce soit dans le papier carton, que ce soit d'ailleurs dans des plastiques aussi, hein, des plastiques autres. Mais voilà, et dans le papier carton, ce que je disais, hein, le grand enjeu, c'est de retrouver des fonctions dont on a besoin dans l'emballage, des fonctions de conservation, de barrière au gras. Si vous mettez du gras dans du papier, il va y avoir une tache qui va se former, hein. Ça va poser problème. Barrière à l'eau, il ne faudrait pas que ça devienne tout mou quand je mets un liquide à l'intérieur. Du coup, il va falloir, par exemple, voilà, de travailler sur comment les fibres sont agencées, de fibres de cellulose dans le papier, travailler sur comment on fait un revêtement qui n'est pas du plastique, qui reste du papier carton, qui fait cette étanchéité, qui rend le carton hydrophobe. Et tout ça, il y a une vraie dynamique pour essayer de trouver des alternatives sur les fonctionnalités. Alors, avant de faire réagir peut-être Jean-Michel à ces innovations, j'ai une question de Delphine, parce que justement qui revient sur les alternatives au plastique en plastique, mais avec des compositions, je dirais, voilà, qui ont vocation à être plus bénéfiques pour la planète. Donc, c'est une question de Delphine, hein, qui nous parle de nouveaux plastiques. Alors, elle dit à base d'algues, de coquilles d'huîtres. Tu parlais aussi tout à l'heure, je crois, de carbone aussi, Vincent, et qui nous demande est-ce que ces matériaux ne représentent aucun ces matériaux, pardon, qui ne représentent aucun volume significatif, n'ont pas de filière de recyclage. Et elle demande, ont-ils réellement un avenir? Alors, voilà, je poserai plutôt la question à Vincent, quel avenir pour ces nouveaux plastiques qui se développent? Ah bah, il y en a plusieurs. Donc là, si je prends par exemple les coquilles d'huîtres ou les fibres de lin, l'idée c'est de mettre un peu moins de plastique dans l'emballage et de mettre dedans autre chose, quelque chose, par exemple des coquilles d'huîtres qui sont un déchet pour quelqu'un d'autre. Ça n'a pas forcément d'avenir. Pourquoi? Parce que ça n'apporte pas de fonction à l'emballage. Ça n'a pas un gros gain environnemental, c'est très difficile à recycler et en plus ça apporte pas une fonction de conservation du produit ou d'amélioration. Donc celui-là, il va pas forcément exister dans le futur. D'ailleurs, on a dans le tarif Citeo un tarif plus cher pour les gens qui font ça, parce que ça pénalise les créations de filières de recyclage et la consolidation des filières. Après, avec des algues, par exemple, on est tout à fait capable de faire de la chimie, de leur faire produire du sucre, de faire de la chimie là-dessus et de faire des plastiques qui ne soient pas fossiles. Donc ça, pourquoi pas? On a un gros projet dans les Bouches-du-Rhône pour faire ça, pour essayer de produire le plastique à partir d'algues plutôt de pétrole. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Mais on va le recycler à la fin. Ça, c'est un impératif. Pouvoir le recycler à la fin, ça, c'est non négociable? C'est non négociable, c'est dans la loi française, mais comme le disait Jean-Michel, la loi est arrivée après les engagements des entreprises. Les entreprises se sont fédérées à partir de 2018 pour prendre ces engagements-là, notamment au travers de la Fondation Ellen MacArthur. Derrière, la loi est venue en remettre une couche, l'a rendue obligatoire, mais c'est une obligation. Tous les emballages doivent être recyclables en 2030. Je pense que c'est du bon sens. Jean-Michel, comment est-ce que vous regardez chez U Enseigne ces innovations, alors qu'elles soient des innovations nouveaux plastiques ou papier carton ou d'autres matériaux qui viennent concurrencer qui viennent concurrencer le plastique? Quel est le regard que vous portez? Ça vous intéresse? Vous vous en méfiez? Ouais, déjà, on ne fait pas que regarder, on essaye d'être proactif sur ce sujet-là. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de la force du collectif. Et on a été membre, un des premiers membres, les premiers membres à organiser le consortium qui s'appelle Reset Packaging, qui a été fait par Reset, et qui a pour vocation à réunir nos fournisseurs, des distributeurs, et qui a vocation à aller chercher des innovations, des startups un peu partout dans le monde et les tester concrètement chez les industriels. Donc, pas uniquement regarder un peu les choses qui passent, mais de se dire, allez, il y a des choses qui nous intéressent. Première question qu'on se pose, ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, c'est est-ce que la fin de vie, ces produits, il est recyclable ou pas? Et après, voilà, comment est-ce qu'on va le tester? Comment concrètement ça va se comporter sur les chaînes de nos industriels? Donc, on va tester des innovations. Alors, au départ, bille en tête, on part sur du zéro plastique et puis on voit que c'est compliqué.
Donc, on est en train de regarder un petit peu des solutions avec une grosse majorité de fibres et un tout petit peu de plastique, parce qu'on s'oblige, enfin, on est obligé d'avoir des marges intermédiaires. On ne peut pas passer comme ça, être trop rupturiste. Et du coup, on va aller regarder comment il se comporte sur la chaîne de l'industriel. Est-ce qu'on arrive à le sceller? Est-ce qu'on arrive à imprimer des choses dessus? Est-ce que la DLC, elle est aussi longue ou pas qu'avec l'équivalent en plastique? Donc voilà, on a pas mal d'interrogations là-dessus, et on voit que le chemin, il n'est pas simple, et ça prend du temps. Il faut aussi que les solutions ne soient pas avec des tarifs rédhibitoires aussi. On peut accepter, et puis c'est normal, c'est le coût de l'innovation, des prix qui ne sont pas identiques, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient rédhibitoires. Donc voilà, il y a tout un tas de questions à se poser, et plus on sera nombreux à travailler là-dessus, à travailler avec des startups, et puis à essayer d'innover, à tester des choses, plus vite on arrivera à mettre des solutions sur le marché concrètes. On va prendre la question de Céline qui nous parle de monomatériaux pour faciliter le recyclage. Est-ce qu'il ne faut pas, c'est sa question, privilégier le monomatériau? Donc, en effet, quand on tend à une solution qui serait parfaitement recyclable, en tout cas, voilà. Vincent, c'est en effet un des leviers clés d'éco-conception? Ah oui, j'adore quand je peux passer en monomatériaux. Je pense que l'exemple sur la connectique de Jean-Michel est hyper bien. On se dit, tiens, on a du carton, du plastique, le plastique, il va pas être recyclé dans ce mélange-là, autant le faire tout carton. Ça, c'est du bon sens. Et c'est bien de l'avoir fait. C'est difficile à faire, mais c'est bien de l'avoir fait. Et puis après, peut-être que Céline, elle mange des chips chez elle. J'en sais rien, mais on est beaucoup à en manger. Et je sais pas si vous avez remarqué, dans un sachet de chips, vous avez du vide. C'est quoi? Pourquoi il y a du vide? Parce qu'il y a de l'air. Et de l'air, il sert à quoi? Il sert à ce que dans le transport, les chips, elles s'écrasent pas, ne deviennent pas des petites miettes. Et donc, pour conserver ce gaz qui est à l'intérieur du sachet, je suis obligé de faire un complexe. Il n'y a pas de secret. C'est avec du plastique, et c'est avec du plastique complexe en plus, pour y arriver à garder ce gaz. Du coup, tout l'enjeu et tout mon métier dans l'éco-conception, c'est d'aider mes clients à choisir quel est le bon complexe. Quel est le complexe, du coup, qui va être compatible avec les filières de recyclage. Parce qu'on ne peut pas tout faire en mono, malheureusement. J'ai envie de rester sur cet exemple du paquet de chips, et puis on pourra parler aussi recyclabilité, parce que comment mesurer cette recyclabilité? Là, tu nous dis, voilà, on est sur un emballage qui est complexe, du coup difficile à recycler. On progresse, par exemple, sur un emballage comme celui-ci. Comment on prend le sujet? Ou est-ce qu'on se dit, non, demain on fera les paquets de chips autrement, ou ils seront dans des barquettes? Enfin, je ne sais pas. Non, on prend le sujet en se disant, qu'est-ce que je peux faire en éco-conception? Qu'est-ce que je peux faire en recyclage? C'est vraiment le sujet, c'est de regarder aux deux endroits. En éco-conception, je suis obligé d'avoir du complexe. Donc je dois faire avec. Et alors en plus, dans ce cas des chips, j'arrive pas à faire du PE, qui est ma seule filière aujourd'hui de recyclage pour les emballages souples existants. Vraiment double difficulté. Bon là, je cale. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde du côté recyclage en parallèle. Et recyclage, ce mélange de multimatériaux, PE et PP, je sais qu'il y a des solutions techniques qui existent, qui ne sont pas encore industrialisées, mais qui existent. Et du coup, on est en train de passer la vitesse supérieure pour essayer de l'industrialiser. Que cette filière, qui n'existe nulle part dans le monde, qu'elle voit le jour, et si possible en France. C'est toujours ça, c'est toujours intéressant d'un point de vue environnemental, emploi, que ce soit chez nous. Tu peux nous dire, Vincent, en un mot justement sur le panorama des emballages recyclables ou non, ou qui sont en train d'évoluer, comme là tu nous parlais du paquet de chips. Quel est un peu l'état des lieux, voilà, en quelques grands chiffres? Alors il y a quelques années, on était à 50% d'emballages recyclables en plastique. Là, on est passé à 65%, donc ça progresse. On est vraiment dans une dynamique de progrès. Et puis après, il y a 35% de ces emballages qui ne le sont pas encore. Et pourquoi elles ne le sont pas? Toujours mes deux sujets, éco-conception, recyclage. Il y en a où je dois faire mieux en termes de conception. On l'a vu par exemple tout à l'heure, il y avait 6% d'emballages qui n'étaient pas dans une résine plastique recyclable. Cela, il faut évoluer ou créer les filières. Et puis, donc ça c'est l'évolution. Et puis il y a des filières qu'on attend. Donc il y en a 3. C'est les barquettes PET operculées, c'est la barquette de jambon typiquement. On a le polystyrène, le yaourt, par 4, dont on a parlé aussi. Et puis les souples en PP, c'est tous ces petits films que vous tirez dessus, ça s'ouvre hyper proprement. Donc là, on a des sachets de bonbons, de madeleine, de chocolat. Mais ça progresse, les filières, il y a vraiment des annonces, il y en a encore une ce matin sur des créations de filières de recyclage.
On y reviendra peut-être. Je voudrais qu'on parle quand même réemploi. Le temps file. Parce qu'on a plusieurs questions qui nous sont posées sur le réemploi, le deuxième R des 3 R. La question est, n'est-ce pas la bonne alternative de réemployer les emballages, la bonne alternative aux emballages en plastique, nous dit-on, et notamment avec des emballages en verre. Alors, il y a effectivement 2 questions. Il y a développer le réemploi, c'est-à-dire la réutilisation d'un emballage plusieurs fois, plutôt que de l'utiliser une fois et de le recycler. Et puis après, il y a la question du matériau. Vincent, est-ce que tu veux commencer sur, je dirais, de façon macro, le réemploi aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne solution? C'est une bonne solution au cas par cas. C'est qu'on va regarder produit par produit, logistique par logistique, si c'est la bonne solution par rapport à l'usage unique. Donc, au-delà des défis techniques que ça impose et sanitaires, le développement du réemploi, on doit se poser ces questions de est-ce que ça a du sens ou pas. Si j'ai une usine en Europe qui produit un produit et que je dois ramener des bouteilles en verre ou même en plastique depuis Marseille, depuis Paris jusqu'à cette usine au fin fond de l'Allemagne, par exemple, ou de la Pologne, pour la remplir et repartir, ça n'a aucun sens d'un point de vue économique ou environnemental. Donc oui, bien sûr, le réemploi, ça a beaucoup plus de sens et ça a émergé naturellement, par exemple, sur les microbrasseries. Si on prend un exemple du verre, avec des bières locales. Donc ça existe, ça se développe et on l'accompagne. Mais voilà, et donc là, le réemploi, ça a du sens, mais ça a du sens localement dans certains cas, et donc ça, on regarde pas cas par cas. Et il y a quelque chose qui va vraiment nous faire progresser, sur lequel on bosse beaucoup chez Citeo, que ce soit du plastique, du métal, du verre, c'est d'avoir des emballages standards. C'est qu'on retrouve la même bouteille pour du jus de fruits réemployable dans les différentes enseignes. Tout simplement pour le lavage, vous imaginez, ça va être beaucoup plus simple de laver et d'organiser toute cette logistique, si c'est possible de créer ces emballages standards. Jean-Michel, vous avez expérimenté un projet que vous avez mené en Bretagne, notamment avec une série de magasins sur le réemploi. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce projet? Comment est-ce que vous avez voulu tester des emballages réemployables, en tout cas des produits en rayon avec un emballage qui se réemploie? Comment ça s'est passé? Effectivement, on a voulu faire une expérience terrain pour se faire des convictions sur le réemploi et plus être innocent sur ce sujet-là. Et donc, on a réuni 5 magasins, 11 fournisseurs, donc 5 magasins autour de Rennes, parce que ça doit rester quelque chose de local, 11 fournisseurs et 160 références. Donc, ça va être des références avec des bocaux, des bouteilles, mais toujours en verre. On les a testés, on a testé du coup le réemploi, c'est-à-dire qu'on a incité nos clients à ramener ces produits-là en magasin. Donc, on a voulu expérimenter différentes solutions de retour, soit des retours sur des bacs en dépose simple dans nos magasins, soit des déposes dans des automates, donc peut-être un peu plus complexe à utiliser pour nos consommateurs. Et on a aussi voulu tester différents types de solutions logistiques. Est-ce qu'on fait des logistiques dédiées, c'est-à-dire qu'il y a un camion qui vient aller passer dans chaque magasin, récupérer les emballages à nettoyer, ou est-ce qu'on va aller utiliser la reverse logistique? Reverse logistique, c'est utiliser les camions qui viennent livrer la marchandise dans nos magasins, et au lieu de repartir à vide, ils repartent avec ces emballages-là. Donc, on a expérimenté ça, et on s'est fait accompagner pour cette expérimentation d'une entreprise qui s'appelle Usage et qui est spécialiste du lavage d'emballages réemployables. Et du coup, voilà, on a expérimenté ça pendant 5-6 mois. On a activé des leviers financiers à une certaine partie de l'expérimentation pour dire, on n'avait pas de récompense du client. Et puis, sur la fin de l'expérimentation, on a dit, on a activé une récompense de 2 centimes pour voir comment est-ce que ça allait influencer le geste du consommateur. Donc voilà, on a essayé de tester différentes options sur 6 mois et sur les 5 magasins pour se forger des convictions. Et au retour de cette expérimentation, donc on a encore pas mal de données à compiler, mais déjà, on a identifié des points essentiels. Les clients étaient contents de revoir revenir la consigne, en tout cas le réemploi, parce qu'on a eu pas mal de retours clients qui disent moi j'ai connu ça il y a plusieurs années, c'était bien, je ne comprends pas pourquoi on a arrêté ça. Donc voilà, il y a une certaine attente des clients. Il y a des emballages pour lesquels le geste il est plus simple que d'autres. On a eu notre best-seller entre guillemets qui était la bouteille en verre 1 litre qu'on appelle le litre fraîcheur.
parce que cette bouteille, elle est déjà à l'œil du client un quasi standard, donc le produit les plus facile à repérer. Donc je rebondis sur la standardisation, effectivement, ça c'est une de nos convictions, c'est qu'on ne va pas pouvoir gérer 300 emballages différents en consigne, et que le passage par la standardisation est un incontournable. Et d'ailleurs, on s'est impliqué dans les GT, les travaux organisés par Citeo pour trouver et se mettre d'accord sur des standards sur certains emballages emblématiques. Autre conviction, la station de lavage, c'est un point primordial. Quelle garantie peut apporter cette station de lavage aux fournisseurs sur le réemploi de ces emballages? Est-ce qu'ils seront propres? Est-ce qu'ils sont intègres? Et comment on s'organise demain pour aller valider ces centres de lavage? Est-ce que chaque fournisseur va aller voir ces centres de lavage, ou est-ce qu'il faut créer un standard pour dire voilà, il est sous tel ou tel référentiel, et ça nous apporte la garantie que le travail il est bien fait. Donc voilà, on a continué, on s'est fait des convictions, et maintenant il reste à travailler sur la suite. Oui, vous le disiez, tous les acteurs travaillent sur comment on sort de l'expérimentation locale. Elle est, vous l'avez dit, importante pour essayer de comprendre les grands leviers. Évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de le penser à une échelle nationale, donc effectivement avec des emballages standards et puis des circuits logistiques qui fonctionnent bien d'un point de vue économique et environnemental. Peut-être une dernière question sur le réemploi, peut-être Vincent. Est-ce que demain, on pourra voir, Jean-Michel parlait de la bouteille en verre, très bien identifiée en matière de réemploi, qui nous ramène à un certain passé, qui nous est familière. Est-ce que demain, ou est-ce que même dès aujourd'hui, des emballages en plastique réemployables, c'est-à-dire qui seront capables de faire plusieurs rotations qu'on pourra laver et sans qu'ils se dégradent, en tout cas un nombre de fois intéressant? Est-ce que c'est possible, ça? Ça existe déjà chez nos voisins européens sur les bouteilles. C'est déjà utilisé en fait, et du coup là tout l'enjeu c'est d'aller sur le terrain des pots, des barquettes. C'est beaucoup plus compliqué parce que là on va contenir des produits parfois qu'on chauffe, parfois qu'on congèle, parfois les gens mangent dedans avec des couverts en métal, des couverts en bois, etc. Et donc là il y a tout à inventer. C'est vraiment le sujet de la technique, là, Jean-Michel en parlait, c'est qu'on n'est pas, on innove dans ce monde du réemploi, c'est nouveau. Et il n'y a pas de cadre réglementaire, par exemple, pour s'assurer que cet emballage-là est sain pour la santé après 5 réutilisations. Donc on va le créer, tout simplement. On va bosser là-dessus avec les industriels, avec les autorités, pour faire un cadre pour que ça émerge, que ce soit en plastique, en métal ou en verre. Ou pourquoi pas d'autres matériaux demain, d'ailleurs. Ça, c'est l'épopée du réemploi en France, un sujet qu'on suit effectivement de très près, dont on parle régulièrement et dont on vous continuera à vous parler. Je voudrais peut-être qu'on revienne quand même sur l'aspect, ce troisième R du recyclage. On l'a évoqué au travers des questions. Tu parlais, Vincent, tout à l'heure de développement de filières pour les résines de plastique, résines d'emballage en plastique, dont on sait qu'elles ont une utilité. Et est-ce que, Jean-Michel, je sais que vous avez mené aussi un travail, parce que tout l'enjeu du recyclage, c'est de réutiliser ensuite la matière recyclée pour la réinjecter dans les circuits de production. On n'en fait pas rien, c'est pas recycler pour le plaisir, c'est pour justement entretenir et développer cette économie circulaire. Comment est-ce que, Jean-Michel, vous avez pris aussi ce sujet pour essayer d'intégrer dans vos produits à marque propre en plastique plus de plastique recyclé? Et Vincent, tu nous diras aussi quel est l'enjeu de la qualité de la matière qui se cache derrière aussi cette volonté d'aller vers plus de débouchés pour les emballages en plastique. Effectivement, ce réemploi, cette intégration de recycler dans nos emballages, on le travaille, pareil, on n'a pas entendu la loi pour le faire. Au départ, à des taux de 25%, on est monté à 50% dans nos bouteilles, voire plus bientôt. Donc ce travail, il est déjà fait depuis longtemps. Et ça part quand même de quelque chose de clé, c'est le consommateur. C'est-à-dire que si on n'a pas un geste de tri au départ pour ramener le plastique dans une filière de tri puis de recyclage, il n'y a pas de réintégration de recyclé possible. Donc ça, voilà, on le fait, les consignes, on les a passées à nos clients depuis longtemps sur nos emballages. Là, on essaye de travailler l'étape d'après, et c'est ce qu'on fait depuis quelques années, c'est de faire nos propres boucles d'économie circulaire, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut utiliser nos déchets ou les déchets de nos clients pour les intégrer directement en circuit court dans nos emballages de nos produits à marque U. Donc là, je peux vous illustrer avec 2 exemples. Un premier exemple avec les déchets de nos entrepôts.
Vous savez, les palettes, quand elles arrivent de chez nos fournisseurs jusqu'à nos entrepôts, ben, elles sont parfois filmées parce que pour des raisons de stabilité de la palette. Ces films-là, plutôt que de les trier et puis d'aller de leur vendre sur des marchés, on a essayé de faire matcher les besoins de nos fournisseurs et le gisement de déchets que l'on avait dans nos magasins et nos entrepôts. Parce que c'est assez facile d'aller marquer dans nos cahiers des charges, ben, il faut intégrer X% de recyclé, mais si l'accès à la matière est compliqué, c'est utopique de se dire voilà, ça va se régler par une exigence dans nos cahiers des charges. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire avec notre fournisseur eCity, où on a récupéré ces déchets de plastique-là, on les a envoyés chez un recycleur qui va en refaire de la matière et qui est utilisé maintenant depuis plusieurs mois en tant qu'emballage pour nos papiers essuie-tout et nos papiers toilettes. Mais pareil, c'est pas simple. Il faut qualifier la matière au départ, c'est-à-dire que le recycleur va venir dans nos entrepôts, regarder comment est cette matière. On va la tester chez le recycleur, comment est-ce qu'elle passe. On va la transformer en emballage. Est-ce que le fournisseur d'emballage, notre fournisseur de produits finis arrive à le mettre en œuvre? Quel est le rendu visuel? Donc ça, il faut le valider avec le commerce. Le produit l'emballage, il va être plus terne. Il va y avoir des petites imperfections. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe en l'expliquant? Donc voilà, il y a tout un tas d'étapes à aller franchir pour finir cette boucle. Et puis le deuxième exemple, je ne vais pas le développer autant que celui-ci, mais c'est un peu la même démarche. On a déployé des machines de collecte de bouteilles dans nos magasins pour aller inciter nos clients au-delà du geste de tri sur la poubelle jaune, où on a déjà pas mal on a une bonne partie de nos concitoyens qui le font déjà, mais pour aller convaincre les derniers trieurs, c'est de leur mettre à disposition ces machines-là, où ils vont pouvoir rapporter leurs bouteilles qu'on va retransformer en bouteilles en emballage pour y mettre du jus de fruits à nos marques U. Donc voilà, c'est deux exemples d'économie circulaire. Et puis maintenant, on essaye de le développer aussi, alors au-delà de l'emballage, dans nos produits, avec certains déchets qui sont toujours un peu plus complexes à traiter. Oui, alors il faut bien expliquer qu'effectivement, ce dispositif d'automate pour collecter, pour trier dont vous parlez, il est complémentaire au bac jaune, au bac de tri. Toute l'action aussi de Citeo, c'est de faire de la pédagogie auprès des consommateurs. Vous l'avez dit, ce geste de tri, il est bien accepté aujourd'hui, il est même plébiscité, il est très pratiqué, pas toujours systématiquement pour plein de raisons. Malheureusement, on ne pourrait pas tout dire, mais évidemment, on cherche à le faire progresser. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que ce n'est pas toujours évident de trier et on y travaille. Mais Vincent, si tu peux nous dire l'enjeu effectivement de collecter plus pour recycler plus, même aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas encore complètement bien recycler, c'est important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France aujourd'hui, de plus en plus de Français, près de 2 Français sur 3 aujourd'hui peuvent trier tous les emballages dans le bac jaune. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi l'enjeu de collecter plus et comment derrière la recherche et développement travaille pour justement demain tout recycler, en recycler un maximum? Et on est rentré dans un monde où on n'a pas assez de matière recyclée. On a besoin de vous. S'il vous plaît, triez dans votre cuisine, mais triez dans votre salle de bain. On l'oublie souvent, la salle de bain. Mais triez, on a besoin de ces emballages-là. On a des recycleurs qui n'arrivent pas à alimenter leurs usines et on a des industriels qui n'arrivent pas à mettre tout le recyclé qu'ils aimeraient. Donc ça, c'est un vrai enjeu d'avoir plus de matière et ça passe par le déchet. Aujourd'hui, ça limite des projets industriels de nouvelles filières de recyclage. Donc, je disais, il y a eu des annonces là récemment de création de filières en France. C'est des usines qui ont besoin de beaucoup de tonnes pour investir. Et ben aujourd'hui, c'est difficile de les avoir. On va trouver comment les obtenir en augmentant le geste de tri, en captant mieux. Mais c'est difficile de les avoir pour créer ces filières. Donc vraiment, on en a besoin. Puis oui, et après, quand on veut revenir à l'emballage, notamment dans des emballages qui vont être en contact avec les aliments, comme les jus de fruits, là, on a besoin de technologies particulières, on a besoin d'un cadre réglementaire qui nous permet de faire ça. Et tout ça, c'est en train de progresser. On a des projets chez Citeo pour le faire. Il y a des projets hors Citeo, pareil, pour techniquement trouver la solution pour faire des plastiques aptes au contact alimentaire sur du PE, du PP, donc des résines plastiques où aujourd'hui on n'a pas la clé. Et puis le cadre réglementaire est en train de bouger. Là, ça a démarré fin d'année dernière et d'ici cet été, on aura un cadre qui permettra de travailler sur ces autres plastiques. Parce que oui, pardon, allez-y Jean-Michel, je vous en prie. Ouais, je voudrais juste rebondir justement sur ces façons de communiquer et puis d'aider le consommateur à son geste de tri. Je voulais rebondir là-dessus parce qu'on a fait toute fin d'année dernière une campagne de communication, nous, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Facebook,
pour aller communiquer sur ce que c'est que les boucles d'économie circulaire, ce que c'est que les boucles de recyclage. Et on a fait quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on a ciblé les jeunes adultes sur TikTok en faisant appel à 3 influenceurs. Et ça a été un gros carton parce qu'on a près de 50 millions de vues sur ces courtes vidéos qui incitaient en fait de façon ludique les personnes, les adhérents à ces réseaux sociaux à aller trier leurs déchets de façon ludique vers la poubelle jaune ou les automates de tri. Mais voilà, on a lancé un défi et voilà, 50 millions de vues en quelques semaines, c'était un gros carton. Et les mesures derrière qui ont été faites sur ces campagnes de communication qu'on a réalisées sont encourageantes parce que 80% des sondés indiquent que ces types de communication donnent envie d'aller dans nos magasins. Et ça c'est bon signe, ça veut dire que ces clients-là, nos consommateurs sont sensibles à ces sujets. Donc c'est plutôt encourageant des campagnes comme ça. Oui, puis on répétera jamais assez aussi que trier, c'est intéressant, voilà, et c'est indispensable pour recycler plus les emballages, mais aussi pour lutter contre le déchet abandonné. En tout cas, c'est un moyen aussi, et ça, en termes d'enjeux environnementaux, là, on est sur des enjeux qui sont très forts, voilà, d'éviter d'être attentif à ne pas laisser, voilà, à ne pas jeter, à ne pas laisser un emballage sortir de son sac, ou voilà, d'être vigilant. Et puis évidemment, l'action de Citeo, c'est aussi de mettre des bacs de tri et des conteneurs à disposition dans les espaces publics. Là aussi, on pourrait en parler plus longuement. On parlera aussi plus longuement des filières de recyclage. Vincent, voilà, on n'a pas pu aller complètement au bout, mais notamment dans un prochain, lors du prochain live dans le cadre du programme Plus on sait, mieux on fait. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Merci Jean-Michel Guilloux pour le partage d'expérience. Voilà, on sent que la transition est en marche. Merci aussi Vincent, bien sûr, pour l'expertise, et à très bientôt à tous les deux. Et puis, bien sûr, merci à vous d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il a permis de répondre à certains de vos questionnements sur le sujet. Je le disais, la séquence Plus on sait, mieux on fait continue sur nos réseaux sociaux avec plusieurs actualités, informations pédagogiques sous différentes formes, notamment la vidéo Le Tour de la question, que vous pourrez voir circuler. Le prochain live sera donc sur la thématique du recyclage des emballages et des papiers. Et évidemment, on reparlera de développement de filières. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.